Le problème de la domination et donc du pouvoir est au cœur des sociétés animales, de la plupart en tout cas des sociétés animales, et plus particulièrement au sein des sociétés humaines. Des penseurs ont théorisé les rapports entre les hommes dans les sociétés, au sein des cités grecques déjà, avec Platon et Aristote. La question du pouvoir reste aussi aujourd'hui, et ça paraît tout à fait normal, au cœur de nos sociétés contemporaines en ce début du XXIe siècle. Il apparaît donc intéressant de se pencher sur la manière dont des penseurs ont réfléchi à la question du gouvernement des hommes. Progressant dans l'histoire de la pensée européenne et ayant hier fait un cours sur le siècle des Lumières, il paraissait tout à fait logique de se pencher sur une œuvre magistrale, celle de Montesquieu, intitulée « L'esprit des lois » et qui date de 1748. Montesquieu est né en 1689 et est décédé en 1755. C'est un personnage aux intérêts multiples. De profession, il était magistrat, c'était un haut magistrat au Parlement de Bordeaux, c'est-à-dire dans une cour souveraine du royaume de France. Il s'intéressait beaucoup aux questions scientifiques, en particulier aux causes de l'écho, à la question de la pesanteur des corps et au flux et des reflux des marées. Mais il s'est surtout penché sur ce que l'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Le droit, l'histoire, la science politique et ce que Auguste Comte, plus tard, au XIXe siècle, appellera la sociologie. La pensée de Montesquieu constitue un tournant, voire un véritable départ, au point que Raymond Aron, dans son gros livre sur les étapes de la pensée sociologique, que je montre devant la caméra, et qui a été publié aux éditions Gallimard dans la Bibliothèque des sciences humaines, consacre justement son premier chapitre à Montesquieu. Montesquieu est l'auteur de plusieurs œuvres dont les plus célèbres sont les Lettres persanes en 1721, que je vais montrer à l'écran tout de suite. Il est l'auteur aussi d'un ouvrage publié en 1734 et qui a été un travail préparatoire d'ailleurs à l'Esprit des lois qui paraît en 1748. Et cet ouvrage que je vais vous montrer a d'ailleurs été réédité dans une édition revue et corrigée l'année même de la publication d'Esprit des lois. Il s'agit des considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Ouvrage dans lequel Montesquieu s'interrogeait déjà justement à cette époque
sur les raisons multiples qui pouvaient expliquer l'apogée, la croissance et d'autre part le déclin de la puissance romaine. Donc, en 1748, il publie L'Esprit des lois. Je vous montre ici l'édition Garnier-Flammarion. Voici les deux volumes. Volumes et éditions qui m'ont servi pour préparer cette leçon. Montesquieu va être, ou plutôt son talent, va être reconnu par de très grandes institutions, puisqu'il va, sauf erreur de ma part, être élu à l'Académie française alors qu'il n'avait que 39 ans. Il va être élu également membre de la Royal Society et membre de l'Académie de Berlin, qui avait pour protecteur Frédéric II. En revanche, en 1751-1754, donc juste un an avant son décès, Montesquieu a été mis à l'index par l'Église catholique et va être condamné par la Sorbonne, donc la faculté de théologie de Paris. Montesquieu, dès les années 1720, c'est-à-dire tout au début de cette association qui va fleurir et va connaître un immense succès au XVIIIe siècle, il devient membre d'une loge, enfin il est initié dans une loge britannique, et Montesquieu a joué un rôle important dans les Lumières qui seront justement diffusées par la franc-maçonnerie. Il y a d'ailleurs toujours en France des loges maçonniques qui portent son nom. L'exposé que je vais faire maintenant va se diviser en deux parties. Dans un premier temps, je vais m'attacher à l'œuvre scientifique de Montesquieu, et dans un deuxième temps, je vais m'intéresser à son œuvre politique. Parce qu'effectivement, Montesquieu a un projet politique, même si sa démarche est scientifique. Le projet de Montesquieu est d'étudier les gouvernements des différentes sociétés, non pas sur la base des théories qui avaient prévalu jusqu'alors, principalement au XIIIe siècle ou depuis le XIIIe siècle, la pensée de Thomas d'Aquin, qui construisait, ou plutôt posait comme fondement des gouvernements des éléments d'ordre religieux. Montesquieu s'oppose aussi aux théories de Thomas Hobbes, qui en Angleterre, en 1642, et puis, puisqu'il va être exilé en 1651, Thomas Hobbes, qui avait publié deux œuvres essentielles qui justifiaient, qui légitimaient les monarchies absolues, le système de la monarchie absolue. En 1642, Thomas Hobbes publie son De Cive, c'est-à-dire un traité sur le citoyen, et en 1651, il publie un ouvrage qui est encore plus célèbre et qui s'intitule Le Léviathan.
Je vais revenir sur ces ouvrages tout à l'heure, puisque je vais en lire des extraits. Quelle est la méthode de Montesquieu? Sa méthode est analytique. Si vous prenez les 2 volumes que je vous ai montrés de l'Esprit des lois de 1748, vous observerez qu'il y a une trentaine de livres et chacun de ces livres est divisé en 20-25 chapitres. Ce qui veut dire, je n'ai évidemment pas calculé précisément, mais grosso modo, ce qui doit faire un total de près de 700 chapitres pour l'ensemble de son œuvre. Montesquieu est un esprit qui décortique, il analyse, il classe surtout. Et le XVIIIe siècle est un siècle qui va beaucoup classer. Pensons en particulier dans le domaine de la zoologie et des sciences naturelles, pensons à Buffon, bien entendu, pour les animaux, et au Suédois, Linné. Donc le classement est une obsession de Montesquieu, mais s'il classe, ce n'est pas simplement pour établir des catégories, c'est essentiellement pour, après avoir classé les différents gouvernements, de pouvoir en expliquer les causes. Causes qu'il va étudier de manière extrêmement minutieuse. Alors, quelles sont les causes des lois, puisque son ouvrage s'intitule « De l'esprit des lois ». Le premier terme, d'ailleurs, n'est pas sans intérêt, bien entendu, puisqu'il va s'agir de réfléchir à l'esprit des lois. Il ne va pas simplement être question, ce ne va pas être simplement un traité qui s'intitulerait « Les lois », comme c'est le cas chez Aristote. Montesquieu va trouver, dans son classement, une répartition entre les gouvernements, plutôt entre les causes des gouvernements, en 2 catégories. Tout d'abord des causes morales et ensuite des causes matérielles. Les causes morales, il les appelle des causes premières. Les causes matérielles sont par conséquent des causes secondes. Il va classer les gouvernements en 3 grandes catégories au début de son premier traité, et il va caractériser chacun de ces gouvernements par une cause morale, une qualité morale qui prévaut dans chacun de ces gouvernements et par conséquent dans chacune des sociétés organisées sur base d'un principe. Autrement dit, on peut parler d'une idéologie, même si le terme n'apparaît pas évidemment chez lui à cette époque-là. Quels sont les 3 types de gouvernements qu'il identifie? Tout d'abord, la République, ensuite la monarchie, et enfin le gouvernement despotique, autrement dit la tyrannie. La République est caractérisée par la vertu. Dire que la vertu, il la définit comme l'amour de l'égalité, l'amour de la patrie et l'amour des lois. La monarchie, c'est-à-dire le gouvernement par un seul homme, par un seul individu, est caractérisée par une autre qualité morale, qui est l'honneur. Alors, qu'est-ce que l'honneur, qui est l'idéologie de la monarchie et de l'aristocratie? Eh bien, l'honneur est caractérisé
d'une part par la gloire et d'autre part par la justice. Tant que ces qualités prévalent tant dans la République que dans la monarchie, donc d'une part la vertu, l'amour de l'égalité, de la patrie et des lois, première situation, ou dans le cas de la monarchie, l'amour de la gloire et l'amour de la justice, les choses, ces sociétés peuvent tenir, ces gouvernements resteront en place, ils seront stables. Mais ils démontrent, dans le cas des républiques, que lorsque la vertu disparaît, on assiste au déclin de ces républiques, et c'est ce qu'il montre à propos de la République romaine, et c'est ce qu'il montre également à propos de la cité athénienne. Maintenant, à côté de ces deux systèmes honorables, si je puis dire, il en reste un troisième qui est exécrable, c'est le despotisme. Le despotisme, lui, est caractérisé par la crainte. Par la crainte que le despote, le tyran, fait ressentir à ses sujets, et d'autre part la crainte que ressent effectivement en réponse à cette peur organisée, à cette forme de terrorisme que ressent là ou les populations d'un royaume ou d'un empire. Le despotisme est basé sur l'arbitraire et engendre inévitablement la misère et l'esclavage. Donc, l'esclavage est la forme d'organisation sociale qui adhère le plus au despotisme. Donc, c'est la caractéristique du despotisme. Je vais vous lire à ce sujet un court texte où Montesquieu s'intéresse à la forme d'éducation dans les régimes despotiques. Donc je reprends ici l'Esprit des lois de Montesquieu et je me penche sur le livre 4, chapitre 3, qui s'intitule « De l'éducation dans le gouvernement despotique ». Il écrit ceci. « L'extrême obéissance suppose de l'ignorance dans celui qui obéit. Elle en suppose même dans celui qui commande. Il n'a point à délibérer, à douter, ni à raisonner. Il n'a qu'à vouloir. Dans les États despotiques, chaque maison est un empire séparé. L'éducation, qui consiste principalement à vivre avec les autres, y est donc très bornée. Elle se réduit à mettre la crainte dans le cœur et à donner à l'esprit la connaissance de quelques principes de religion fort simples. Le savoir y sera dangereux, l'émulation funeste. Dans ce court extrait, on trouve des thèmes chers à cet esprit des Lumières que j'ai pu développer dans ma leçon précédente. Il y a ce combat des Lumières, et au premier rang de celle-ci Montesquieu, le combat donc contre le fanatisme, contre le despotisme, contre toute forme de monopolisation du savoir, contre l'ignorance par conséquent, et on est au cœur même, je dirais, de cette philosophie des Lumières qui vise, dans son projet d'une humanité
avançant dans le progrès, qui cherche à s'émanciper, le combat pour une éducation, combat qui sera mené par différents auteurs, entre autres Rousseau en 1762 lorsqu'il publie Émile ou de l'éducation, ou en 1791 Condorcet lorsqu'il publie son mémoire pour l'instruction. Donc cette idée d'éducation, d'instruction, mais pas seulement d'instruction, il s'agit bien d'éducation, parce que Rousseau parle bien d'éducation dans l'Émile. Il ne s'agit pas de se bourrer la tête, il s'agit de devenir un homme. Autrement dit, il s'agit de former l'être humain à l'humanité. Premier extrait donc que je vous ai lu. Maintenant, à côté de ces causes morales qui sont premières pour Montesquieu, il y a d'autres causes qui expliquent la nature des gouvernements. Mais ces causes viennent en second lieu. Ce sont les causes matérielles. Parmi celles-ci, il y a des causes physiques et des causes sociales. Je vais commencer donc par les causes physiques. Ces causes physiques, il en repère dans deux, ou plutôt il les partage en deux catégories, celles qui relèvent du climat et celles qui relèvent de la géographie, d'une manière plus large. En ce qui concerne le climat, Montesquieu explique que la nature du climat va influencer par l'effet qu'elle a sur les organismes, donc d'un point de vue purement matériel, elle va déterminer le caractère des individus d'un pays donné. Autrement dit, pour lui, les peuples qui vivent dans les régions froides auront du tempérament, ils seront courageux, alors que ceux qui se rapprochent de l'équateur, ceux qui vivent dans les pays chauds, donc dans les pays tropicaux, au contraire, vont être accablés par la chaleur, et par conséquent, le type de gouvernement qui pourra s'imposer à eux sans difficulté sera un gouvernement de type despotique, parce que leur cœur sera amolli, leur tempérament sera amolli, ce qui va les conduire à la lâcheté. Je vais reprendre un extrait de l'Esprit des lois. Cette fois-ci, je prendrai le livre 17 au chapitre 2 qui s'intitule « Différence des peuples par rapport au courage ». Nous avons déjà dit que la grande chaleur énervait la force et le courage des hommes, et qu'il y avait, dans les climats froids, une certaine force de corps et d'esprit qui rendait les hommes capables des actions longues, pénibles, grandes et hardies. Cela se remarque non seulement de nation à nation, mais encore dans le même pays d'une partie à une autre. Les peuples du nord de la Chine sont plus courageux que ceux du midi. Les peuples du midi de la Corée ne le sont pas tant que ceux du nord. Alors ici, vous avez donc la leçon que Montesquieu en tire. Il ne faut donc pas être étonné que la lâcheté des peuples des climats chauds les ait presque toujours rendus esclaves, et que le courage des peuples des climats froids les ait rendus libres. C'est un effet qui dérive de sa cause naturelle. Ceci s'est encore trouvé vrai dans l'Amérique. Les empires despotiques du Mexique et du Pérou
étaient vers la ligne et presque tous les petits peuples libres étaient et sont encore vers les pôles. Quand il fait référence ici à la ligne, il s'agit bien donc de l'équateur. Voilà. Donc, Montesquieu a une vision très déterministe dans sa philosophie politique, puisque c'est parmi les causes qui expliquent l'organisation politique, le type de gouvernement dans les sociétés, des éléments qui appartiennent au contexte naturel, qui vont déterminer justement la nature du gouvernement. Même chose sur le plan géographique. Montesquieu distingue ainsi les pays qui se trouvent dans les plaines, où le contrôle des populations peut se faire facilement, des pays, des États, où les montagnes sont très présentes et où, là, le contrôle des populations est pratiquement impossible. Passons maintenant, toujours dans le cadre des causes matérielles, et après avoir vu les causes physiques, climatiques et géographiques, quelles sont les causes matérielles de nature sociale, parce que Montesquieu inscrit les causes sociales dans les causes matérielles, dans les causes secondes, donc les causes sociales qui expliquent en seconde ligne le type de gouvernement des différents États. Il envisage trois types, en fait, de causes sociales. Des causes de type démographique, des causes de type économique et des causes comportementales, ce qu'il appelle les manières, ce qu'on pourrait appeler également les mœurs. Je ne vais pas revenir tout de suite sur ces causes parce qu'elles vont être développées lorsque je vais aborder l'esprit des lois en tant qu'œuvre politique, puisque, in fine, c'est bien cela le projet de Montesquieu, c'est d'analyser les causes des types de gouvernement sur Terre pour, à partir de là, essayer de voir quelles sont les solutions qui peuvent être apportées, le cas échéant, pour l'État dans lequel lui-même se trouve, à savoir le royaume de France. Parmi ces causes démographiques et économiques, il évoque l'importance du commerce, de la monnaie, le commerce, aux yeux de Montesquieu, s'est surtout développé dans des villes, dans des cités plutôt, qui ne connaissaient pas plutôt le despotisme, à savoir Athènes et à savoir au Moyen-Âge ou au XVIe siècle Venise. Et en ce qui concerne les causes de type comportemental, il prend l'exemple de la Chine. Chine, où la société est très codifiée, ce qui permet, aux yeux de Montesquieu, une stabilité dans le gouvernement. Voilà, j'espère qu'on aura donc bien compris quels sont les caractères de l'esprit des lois en tant qu'œuvre scientifique, qu'on aura compris sa démarche, qui est une démarche analytique. Je vous ai dit, il y a plus de 700 chapitres, où tout est vraiment décortiqué de la même manière, je dirais, que dans le travail d'un entomologiste, un spécialiste des insectes, qui essaye de savoir, en découpant au maximum les corps qu'il étudie, de savoir le plus précisément possible quelle est l'anatomie
de ces corps et également le fonctionnement des corps étudiés. Nous passons maintenant donc à l'œuvre politique. Et je vous ai dit que c'est finalement l'objectif, le projet de l'œuvre de l'esprit des lois, qui, de manière constante, sous-tend la démarche du penseur. Alors, cette œuvre politique est avant tout une dénonciation du régime de la monarchie absolue ou absolutiste, comme on voudra, qui est caractérisé par l'arbitraire. En effet, on peut dire que Montesquieu est sans doute un précurseur du libéralisme, qu'il est peut-être même un des premiers libéraux, si l'on fait abstraction bien sûr de penseurs britanniques comme John Locke, déjà à la fin du XVIIe siècle, mais antérieur en tout cas au libéralisme économique d'Adam Smith et antérieur à des penseurs politiques libéraux comme Benjamin Constant et d'autre part Alexis de Tocqueville au XIXe siècle. L'ouvrage est donc une dénonciation de la monarchie absolutiste qui a, aux yeux de Montesquieu, un certain nombre d'effets tout à fait pervers, des effets négatifs pour le développement même de l'État. Ceci se marque dans le domaine de la démographie, dans le domaine de l'organisation sociale et dans le domaine économique. Je commence donc par, tout d'abord, les effets sur le plan démographique. Effectivement, les États absolutistes, et évidemment Montesquieu qui vit à la fin du règne de Louis XIV, il avait donc, si je calcule bien, 26 ans, puisqu'il est né en 1689 et que Louis XIV meurt en 1715, donc il avait 26 ans lorsque Louis XIV meurt. Il pense donc bien sûr à Louis XIV, qui avait passé la plus grande partie de son règne à combattre. Et ceci avait eu des effets tout à fait dévastateurs en matière pour les populations qui avaient été décimées, même si à cela il faut ajouter quand même un certain nombre d'autres éléments qui sont liés à la faim, au froid, aux épidémies, certainement, je pense aux famines de 1694 et à cette chute démographique également en 1709 et 1710, mais il n'en demeure pas moins que le règne de Louis XIV avait été marqué par les guerres. Le dépeuplement, qui apparaît aussi dans les actes guerriers de la monarchie espagnole, qui est sans doute l'État l'État castillan est sans doute le modèle des États absolutistes à l'époque moderne. En tout cas, à l'époque de Philippe II, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. À cette époque-là, effectivement, les populations amérindiennes vont être décimées. On a même calculé, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, on est en tout cas, tous les historiens sont d'accord quant à l'ampleur du phénomène. On serait passé de 70 millions d'Amérindiens au début du XVIe siècle ou à la fin du XVe siècle à peut-être 10 millions à la fin du XVIe siècle. Donc vous voyez, la population amérindienne de la fin du XVIe siècle ne représenterait plus que 15% de ce qu'elle avait été un siècle plus tôt. Donc, Montesquieu met en garde
euh, comment dirais-je, les souverains absolutistes en mettant en évidence l'effet dévastateur des guerres sur les populations. Parce que moins de population signifie moins de rentrée fiscale pour les États et réduction de la production, bien entendu. Donc, autrement dit, même d'un point de vue purement, comment dirais-je, égoïste, pour les États, ça n'a pas de sens que de fonctionner de manière absolutiste. Deuxième élément, dénoncé par Montesquieu sur le plan social, et je l'ai déjà évoqué, dans l'organisation sociale, c'est que l'esclavagisme est l'organisation sociale qui fonctionne le mieux avec le despotisme. Sauf que Montesquieu, ici, oublie que Athènes, qui le vante à l'apogée de son histoire, au 5e siècle avant notre ère, Athènes a connu effectivement un grand développement au 5e siècle, mais c'était un État fondamentalement et profondément esclavagiste. C'est le mode de production esclavagiste qui a permis à la démocratie de se développer, puisqu'à partir du moment où le travail pouvait être effectué par d'autres, cela a libéré du temps libre pour les citoyens, qui ont donc eu le temps d'aller sur l'apnix, à l'Ecclésia, donc à l'Assemblée du peuple, au Parlement, si vous voulez, et cela a permis également au commerce de se développer grâce aux industries dans lesquelles travaillaient justement les esclaves. Maintenant, à côté de la démographie et à côté de ce système de classe basé sur l'esclavagisme, il y a l'économie. Montesquieu explique dans son livre que le despotisme est un frein au commerce parce que, pour lui, Montesquieu, la crainte du souverain, ou en tout cas le sentiment de crainte qui est présent, qui imprègne la population, ne peut conduire qu'à une absence de volonté d'entreprendre, dirions-nous aujourd'hui, d'innover. Le despotisme ne peut, et donc l'absolutisme, puisque c'est l'absolutisme qui est visé ici, ne peut conduire qu'à un repli des individus sur eux-mêmes, et par conséquent, l'État se trouve perdant dans ce cas de figure. Voilà donc toute une série de raisons qui expliquent en quoi un État absolutiste ne peut pas être performant. La solution que propose Montesquieu sur le plan du gouvernement des hommes sera donc celle, bien connue, de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Séparation et équilibre. Il ne suffit pas qu'ils soient séparés, encore faut-il qu'ils soient équilibrés. Et tous les jours, on entend en France que cette séparation des pouvoirs et que l'équilibre des pouvoirs n'est pas respecté. Cela fait polémique en ce moment à propos d'investigations qui ont été, de perquisitions qui ont été menées dans les locaux de Mediapart il y a quelques jours à propos d'enregistrements relatifs
à l'affaire Benalla, qui avait été le garde de corps du président Macron. Où là, manifestement, il y a des, comment dirais-je, des empiétements du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, puisque les magistrats du parquet, à l'inverse des magistrats du siège, qui eux sont indépendants, dépendent du ministre de la Justice, en tout cas ils ont été nommés par lui, et par conséquent n'ont pas la même indépendance, puisque au moment de leur nomination, ils ont la plupart du temps une couleur politique. Thomas Hobbes, dont je vous ai montré tout à l'heure, je crois, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais dont je ne vous ai pas encore montré les ouvrages, je vous les montre tout de suite. Thomas Hobbes, je vous l'avais dit, a écrit deux ouvrages fondamentaux, d'une part Le Citoyen d'Ekiwe qui date de 1642 et d'autre part le Léviathan de 1651. Ces deux ouvrages ont été écrits en latin. Je vous montre tout d'abord Le Citoyen ici, de Hobbes. Et je vais vous lire tout d'abord un passage qui est tiré de ce livre. Il s'agit, alors j'essaie de retrouver ça, du chapitre 6, paragraphe 9. Dans mon édition, ce que je vais vous lire se trouve aux pages 152-153, donc dans l'édition Garnier-Flammarion. En une ville, le jugement et les délibérations dépendent de celui qui y tient les épées de guerre et de justice, c'est-à-dire de celui qui en possède la souveraineté. Au reste, vu qu'il n'est pas moins important au bien de la paix, et que c'est une plus grande sagesse de prévenir les querelles que de les apaiser, et d'autant aussi que toutes les disputes naissent des différentes opinions que les hommes ont sur les questions du mien et du tien, donc le problème de la propriété, du juste et de l'injuste, de l'utile et de l'inutile, du bien et du mal, de l'honnête et du déshonnête, et de choses semblables que chacun estime à sa fantaisie, c'est à la même souveraine puissance à donner à tous les particuliers des règles générales et à prescrire de certaines mesures publiquement reçues par lesquelles chacun puisse savoir ce qui lui appartient, et le discerner du bien d'autrui, connaître le juste et l'injuste, ce qu'il faut nommer honnête ou déshonnête, bien ou mal, et, en un mot, se résoudre sur ce qu'on doit faire ou éviter dans le cours de la vie civile. Or, ces règles et ces mesures sont ce qu'on nomme les lois civiles, c'est-à-dire les lois qui ont été établies par tout le corps de la République, ou des commandements qui ont été faits par celui qui gouverne l'État. Maintenant, écoutez bien, car les lois civiles, pour en donner une définition, ne sont autre chose que des ordonnances et des édits que le souverain a publiés pour servir dorénavant de règle aux actions des particuliers. Donc là, très clairement, Thomas Hobbes, en 1642, ne veut pas qu'il y ait de distinction entre, d'une part, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et au-delà, le pouvoir judiciaire. Thomas Hobbes écrit aussi dans le Léviathan
Alors, je vous montre ici une édition anglaise, mais ça n'a pas beaucoup de sens puisqu'il a été écrit en latin, une édition chez Fontana, mais le Léviathan a été publié, sauf erreur de ma part, chez Siret en 1971. Donc ça date quand même depuis de 50 ans, à moins qu'il y ait une édition plus récente que je n'ai pas eu encore sous la main. Alors dans le Léviathan, c'est pour ça que je vais me servir ici d'une traduction française, en me servant de l'anthologie des textes de philosophie politique classique de Blandine Krigel aux Presses universitaires de France en que sais-je. Alors, dans la partie consacrée au Léviathan, on trouve ceci. Alors, ça se trouve au chapitre 17. Donc, ce paragraphe s'intitule « La génération de la République ». La seule façon d'ériger un tel pouvoir commun, apte à défendre les gens de l'attaque des étrangers et des torts qu'ils pourraient se faire les uns aux autres, et ainsi à les protéger de telle sorte que, par leur industrie et par les productions de la terre, ils puissent se nourrir et vivre satisfaits, c'est de confier tout leur pouvoir, retenez bien, tout leur pouvoir. Et c'est ainsi que se définit une monarchie absolue, absolutiste, puisque c'est entre les mains d'un seul homme que se trouvent rassemblés tous les pouvoirs. C'est de confier tout leur pouvoir et toute leur force à un seul homme ou à une seule assemblée, mais peu importe que le Léviathan soit un homme ou une assemblée, c'est-à-dire un dieu terrestre, puisque c'est l'expression que Hobbes utilise d'ailleurs à propos du Léviathan, c'est un dieu terrestre, qui puissent réduire toute leur volonté par la règle de la majorité en une seule volonté. Cela revient à dire désigner un homme ou une assemblée pour assumer leur personnalité, et que chacun s'avoue et se reconnaisse comme l'auteur de tout ce qu'aura fait ou fait faire quant aux choses qui concernent la paix et la sécurité commune, celui qui a ainsi assumé leur personnalité, que chacun par conséquent soumette sa volonté et son jugement à la volonté et au jugement de cet homme ou de cette assemblée. Il écrit d'ailleurs un peu plus loin, en lui donc, dans le Léviathan, réside l'essence de la République qui se définit, donc République, il faut l'entendre pas dans le sens où l'entendait Montesquieu tout à l'heure. Ici, République, c'est la res publica. Donc République, ici, est synonyme d'État. Donc l'essence de l'État qui se définit, une personne unique telle qu'une grande multitude d'hommes se sont faits, chacun d'entre eux, par des conventions mutuelles, qu'ils ont passé l'un avec l'autre, l'auteur de ces actions, afin qu'elle use de la force et des ressources de tous, comme elle le jugera expédient en vue de leur paix et de leur commune défense. Donc, on retrouve ici cette idée absolutiste qui résulte d'une analyse de Thomas Hobbes, qui est bien connue sous sa forme même un petit peu caricaturale par Homo homini lupus, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme. Par conséquent, pour éviter qu'une société ne sombre dans l'anarchie, dans le chaos, il n'y a pas d'autre solution que dans le contrat qui va lier les individus d'une société à leur gouvernant, tout soit remis entre les mains d'un seul pouvoir, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un seul individu ou d'une assemblée, peu importe, de telle manière que
les individus qui composent cette société ne s'entre-dévorent pas entre eux. Autrement dit, c'est la dictature, c'est moi ou le chaos. C'est donc la théorie de Thomas Hobbes qui se trouve ainsi être le théoricien de la monarchie absolue. Un petit peu plus loin, je prends un autre extrait, tiré cette fois du chapitre 26, je sais, oui, tout à l'heure c'était le chapitre 17, ici le chapitre 26. Il écrit ceci: « La République, étant en son représentant une personne unique, donc République, vous avez bien compris, c'est l'État, il ne saurait surgir facilement de contradictions au sein des lois. Et s'il en est, la même raison est apte à les éliminer en les interprétant ou en les modifiant. Dans toutes les cours de justice, c'est le souverain, qui est la personne de la République, qui juge. Le juge subalterne doit avoir égard à la raison qui a poussé son souverain à faire telle loi, de telle manière que sa sentence s'accorde avec cette raison. Dans ces conditions, la sentence prononcée est celle du souverain. S'il n'en est pas ainsi, la sentence est celle du juge et est injuste. » Voilà. Ici, très clairement, il ne peut y avoir de séparation des pouvoirs, c'est même la séparation des pouvoirs qui est condamnée très clairement, et c'est face à Thomas Hobbes que Montesquieu réagit, dénonçant par là même les régimes de monarchie absolue qui existent à son époque. Alors, Montesquieu lui-même explique ceci. Je viens de vous expliquer que pour Montesquieu, la séparation des pouvoirs s'impose, mais il faut encore que ces pouvoirs soient équilibrés. Et on oublie souvent, lorsqu'on parle, je dirais couramment de Montesquieu, qu'il y a ces deux conditions pour qu'un État soit prospère. Dans le livre 11, dans le premier volume de l'Esprit des lois, chapitre 4, qui porte sur la liberté, Montesquieu écrit ceci. « La démocratie et l'aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. » Retenez ce terme modéré. Mais n'est pas toujours dans les États modérés. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir. Mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. On connaît sa fameuse expression, et souvent on retient dans la philosophie politique des grands penseurs, parfois une phrase, tout à l'heure c'était « l'homme est un loup pour l'homme » chez Thomas Hobbes. Ici, chez Montesquieu, on retient, et à juste titre d'ailleurs, cette idée que, ou cette phrase, c'est que le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est cette idée-ci que l'on retrouve. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir, mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait? La vertu même a besoin de limites. Vous vous souvenez, la vertu qui était la qualité de la République, que j'ai évoquée tout à l'heure. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. D'où la théorie des trois pouvoirs de leur séparation, ce qui va être le fondement du système constitutionnel qui va se mettre en place à partir de 1789. Donc on voit ici l'importance déjà que Montesquieu aura
50 ans plus tard, à partir de 1789. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet. C'est au cœur, je dirais, de la Déclaration des droits de l'homme, je répète. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet. Comme ces écrivains écrivaient bien au XVIIIe siècle, on se sent parfois tellement modeste, humble plutôt, lorsqu'on les lit, lorsqu'on lit Rousseau, lorsqu'on lit le contrat social, lorsqu'on lit Voltaire, lorsqu'on lit Montesquieu, lorsqu'on lit Diderot. Ce sont des gens qui parviennent à dire des choses, des principes fondamentaux, mais d'une manière tellement claire et dans une langue tellement limpide. Et c'est un plaisir, chaque fois que je prépare une leçon, de retrouver ces textes. Ce n'est pas toujours évident, parce que, tout d'abord, je n'ai pas lu l'Esprit des lois dans sa totalité. Lorsque je l'ai lu, il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans, 35 ans, et alors il a fallu, heureusement, comme il a une table des matières qui est très analytique, ça permet évidemment de repérer relativement facilement les rubriques intéressantes. Le modèle pour Montesquieu est le régime constitutionnel anglais. Le régime constitutionnel anglais qui va se mettre en place au lendemain de la glorieuse révolution de 1688, qui va donner lieu donc à cette constitution en 1689, et qui a été théorisée un an plus tard par John Locke dans son traité du gouvernement civil. Montesquieu donc considère que l'Angleterre possède le régime constitutionnel le meilleur qui soit pour l'époque dans laquelle il vit. On peut dire qu'au XVIIIe siècle, pour les Lumières, le mirage anglais, à différents points de vue d'ailleurs, et correspond un petit peu à ce que fut l'Amérique pour certains à d'autres époques, je parle des États-Unis ici, c'est-à-dire le régime le plus adapté à cette classe montante qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir avoir les rênes du pouvoir entre les mains, à savoir la bourgeoisie, qui possède de plus en plus les moyens de production et qui, justement, une cinquantaine d'années plus tard, va prendre le pouvoir. Donc Montesquieu a théorisé l'idéologie bourgeoise. En fait, c'est cela ce qu'a fait Montesquieu. Il a théorisé l'idéologie bourgeoise en présentant le système constitutionnel anglais comme étant le meilleur des systèmes. C'est en fait le meilleur des systèmes pour la bourgeoisie commerçante, un système de type libéral. Le modèle de Montesquieu est aussi celui du cosmopolitisme, c'est-à-dire l'idée que les individus sont les citoyens du monde et ne sont plus les citoyens d'un pays en particulier. Et lui-même en donne exemple, puisqu'il va rechercher ailleurs que dans son propre pays un modèle politique. Autrement dit, Montesquieu n'a pas une vision étroite, nationaliste, de la politique. Quels sont les avantages de ce modèle anglais, du modèle en tout cas qu'il défend, celui de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs? Ces avantages sont doubles.
il y a d'une part la garantie contre l'arbitraire, grâce à cet esprit de modération que j'ai pu lire tout à l'heure, et il y a d'autre part la paix, paix intérieure et paix extérieure qui est nécessaire à la bourgeoisie pour faire ses affaires. Alors quand je dis la bourgeoisie, il ne faut pas croire que je fais référence ici à une classe qui ne regrouperait que ceux qui n'appartiennent pas à la classe paysanne, au prolétariat ou, d'autre part, à la noblesse. La noblesse est imprégnée de l'esprit bourgeois. Elle appartient même, pour une partie d'entre elles, justement à la bourgeoisie. Parce que qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie? La bourgeoisie, c'est la classe sociale qui possède les moyens de production dans le cadre d'un système capitaliste. Or, différents auteurs, en particulier Guy Chaussignan-Nogaret, ont montré que la noblesse d'affaires va jouer un rôle essentiel au XVIIIe siècle, y compris dans la révolution industrielle. Donc, ce serait réduire le rôle de la noblesse que de la confiner dans son rôle de propriétaire terrienne qui n'aurait fait que gérer dans le cadre de la perception de la rente féodale, que de gérer donc les terres exploitées par les paysans. Conclusion. Quelle a été la réception de l'œuvre de Montesquieu, de l'œuvre que j'ai étudiée ici, l'Esprit des lois de 1748. On a vu que l'Église et son bras intellectuel, si je puis dire, la Sorbonne, avaient condamné en 1751, en 1754 l'Esprit des lois. Mais des auteurs au XVIIIe siècle ont été influencés par Montesquieu, plus particulièrement Rousseau, dans son discours sur l'économie politique. Même si Rousseau et Montesquieu n'ont pas le même objectif, n'ont pas la même philosophie politique et ont influencé d'ailleurs des moments différents de la Révolution française. Autant la première Révolution française, celle qu'a tant aimée François Furet, celle qui concerne l'époque de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législative, cette période ces assemblées ont été marquées par l'esprit de Montesquieu, tandis que la Convention, qui constitue aux yeux de François Furet le fameux dérapage de la Révolution, donc qui marque la deuxième Révolution, cette période de la Convention, elle a été marquée plutôt par Rousseau. Donc, autant Rousseau a pu être influencé dans une de ses œuvres par Montesquieu, autant Rousseau est plus radical dans son projet. Il n'y a aucun doute à ce sujet-là, mais il est clair que la lecture de l'Esprit des lois a eu un rôle aussi très important dans la rédaction du contrat social publié en 1762, la même année d'ailleurs que l'Émile ou de l'éducation que je citais tout à l'heure. Au XIXe et au XXe siècle maintenant. Au XIXe siècle, et je l'ai évoqué en début d'exposé, Auguste Comte va être marqué par la lecture de Montesquieu. On dit souvent que Auguste Comte est l'inventeur de la sociologie, il est certes l'inventeur du terme, mais est-il l'inventeur de la sociologie
Parce qu'en fait, ce dont il a été question aujourd'hui, lorsque j'ai analysé l'esprit des lois, c'est bien d'une sociologie qu'il s'agit, d'une sociologie politique. Lévi-Strauss va critiquer, à juste titre d'ailleurs, Montesquieu, car il l'accuse d'européocentrisme, dans la mesure où Montesquieu se construit tout son système à partir effectivement de l'Europe, à partir de sociétés antiques, la Grèce, Rome, qui servent de modèle, en tout cas pour une partie de leur histoire, à la construction qu'ils mettent en place. C'est vrai que Montesquieu, lorsqu'il parle de la Chine, lorsqu'il parle des pays musulmans, lorsqu'il parle des pays amérindiens, il le fait toujours, comme je dirais, comme étant essentiellement des repoussoirs. Voilà ce que je voulais vous dire ici. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous montre peut-être quelques livres encore, non plus des sources, mais cette fois-ci des ouvrages plus récents, sauf peut-être les 2 premières leçons du cours de philosophie positive d'Auguste Comte, que j'ai lu dans l'édition des Classiques Larousse. C'est une collection qui n'existe plus d'ailleurs, et c'est bien dommage. Alors, voici quelques livres sur Montesquieu, où on analyse son œuvre, mais pas seulement. Bien sûr, on pense à Louis Althusser, Montesquieu, la politique et l'histoire, publié aux presses universitaires de France dans la collection SUP, qui est l'analyse d'un philosophe marxiste. Alors Jean Lacouture, dans un tout autre genre, a écrit une biographie de Montesquieu qui est très plaisante à lire et qui n'a pas du tout la prétention d'être comparé à Althusser. Il s'agit d'une biographie classique, sérieuse, ceci dit, mais qui se lit vraiment comme un roman, alors que là, il s'agit d'un ouvrage de philosophie politique. Donc Jean Lacouture a écrit Montesquieu, les vendanges de la liberté aux éditions du Seuil. Jean Lacouture, grand journaliste, qui a publié plusieurs biographies qui sont encore lues avec grand plaisir aujourd'hui. Alors 2 ouvrages que je vous montre parce qu'ils montrent l'importance de Montesquieu pour comprendre les événements révolutionnaires. Tout d'abord, un des 4 volumes du dictionnaire critique de la Révolution française de François Furet de Mona Ozouf, en édition de poche, puisque ça a d'abord été édité en grand format, dans la collection Champ Flammarion. C'est le volume qui s'intitule Idées et qui comprend 25 pages, sauf erreur de ma part, consacrées à l'influence de Montesquieu pendant la Révolution française. Alors, la revue 18e siècle, dans son numéro 21, qui date de 1989, donc la date du centenaire, du bicentenaire, a consacré tout son numéro à Montesquieu et la Révolution. Presse universitaire de France. C'est donc, je vous l'ai dit, le numéro 21. Alors, pour recadrer, Montesquieu
dans le contexte politique était le sien. Je vous recommanderai en particulier de Robert Mandrou, L'Europe absolutiste, Raison et raison d'État, 1649-1775, chez Fayard. Sur la couverture, vous pouvez voir une entrevue entre Louis XIV et Philippe IV d'Espagne, dans l'île des Faisans, à la frontière entre les deux pays. Alors, Denis Richet, La France moderne, l'esprit des institutions, et on comprend évidemment le sous-titre de cet ouvrage. C'est un essai passionnant à lire, qui concerne donc les institutions de la France sous l'Ancien Régime. Alors, un ouvrage qui porte sur l'historiographie de la monarchie absolue, de Fanny Cossandet et Robert Dessimon, L'absolutisme en France, histoire et historiographie, dans la petite collection Point, Histoire, donc au Seuil. Et enfin, pour finir, un ouvrage de Guy Chaussinan-Nogaret que je vous citais tout à l'heure, mais à propos d'un autre de ses livres sur la noblesse au XVIIIe siècle, mais édité dans la même collection complexe, Le citoyen des Lumières, où on trouve autour d'une table différents penseurs du XVIIIe siècle, et on voit Voltaire qui lève son bras et il porte un bonnet. Voltaire qui fut initié lui-même dans une loge maçonnique quelques mois ou un an avant son décès, donc il avait plus de 80 ans. Il était très âgé, c'était à la loge des 9 Sœurs. Donc l'ouvrage s'intitule Le citoyen des Lumières. Et je vous ai expliqué en quoi Montesquieu était vraiment un citoyen des Lumières, lorsque je vous ai parlé du cosmopolitisme. Voilà, c'est donc aux éditions Complexes dans la collection historique. J'ai dit.